vais commencer par quelque chose qui commence mal, qui est un jardin que je viens de finir dans Paris. Donc, ça correspond pas ni à une campagne, ni à la région. Enfin, c'est un truc de Paris-Go. Mais j'ai mis cette photo comme introduction parce qu'il n'y a pas de plantes. Enfin, il n'y a pas de plantes qui excitent les gens parce qu'il y a des tilleuls, des ifs, des chênes verts et puis du bourrage parce que les jardins à Paris sont très à l'ombre et évidemment un peu de pelouse. Et ce qui est une chance parce que justement, les jardins à Paris, la pelouse, c'est pas forcément ce qu'il faut mettre, mais c'est un jardin où il y a suffisamment de soleil pour que ça, c'est un jardin qui est plus proche de vous parce qu'il est à Saint-Tropez et les voitures sont en dessous dans l'image et à gauche dans l'image, il y avait des restants. Et quand j'ai annoncé au propriétaire que j'allais refaire des restants, il me dit non, je veux surtout pas mettre plus d'argent qu'il n'en faut dans un jardin. Donc on a fait des murs en béton préfabriqués en L. Mais enfin, j'ai gardé à peu près la géographie qui était écrite dans l'endroit. Et ce qui est sympathique, c'est la vue sur le golfe. Voilà, ça c'est une vieille grecque de Myrcine africana qui donne ça à droite en été parce que dans les petites loges, il y a des perovskias, des lavandes, enfin, des choses. Euh, et au premier plan, des floraisons d'albizia qui n'intéressent personne, mais parce qu'il y a une espèce de cour anglaise creuse et que ça, c'était une photo qui était prise du bureau du propriétaire, c'est elle de droite. Ça, c'est un peu plus bas. C'est le bassin que vous avez aperçu dans l'axe du jardin. Tout ça est construit de toutes pièces. Le bassin est alimenté par des écoulements d'eau, parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a aussi beaucoup d'eau dans ces collines à Saint-Tropez. Ça, c'est sur la colline Sainte-Anne, qui est vraiment la colline, la collinette la plus proche du village. Et euh, donc, ces restants ont été distribués euh, en pas de doigts, mais elles existaient comme telles. Et j'ai mis le bassin dans l'endroit où la patte bois partait. Et il est entouré d'agabrantes, comme vous voyez. Dans le jardin en contrebas, on les voit pas en fleurs, mais il y a plein de rosas Echinacea rouges, des sanguinéas. Le bassin qui est en ciment, couvert de Ficus pumila. Enfin, tous mes murs, donc en béton moche, quand il n'y a pas de plantation de vent, ils sont beurrés au figuier grimpant. Et puis j'ai une allée droite qui est une allée jaune, là voilà, avec des plantes très ordinaires, mais qui sont toutes à base de jaune, c'est-à-dire que j'ai des feuilles jaunes de Troène, des cassia, des millepertuis idiots et des lauriers roses à floraison jaune. Et au fond, près du banc, il y a, on les voit pas, mais des tagettes dont j'oublie le nom. Ténuifolia peut-être? Non. Enfin, une tagette arbustive, donc, et, et qui dure assez longtemps, qui est extrêmement parfumée en feuilles, hein. Et à droite, une floraison jaune qui est censée ne pas être même rustique en France, que c'est une plante de désert, qui est que je vais vous montrer probablement un peu plus tard, et qui fleurit longtemps en été. Ça, c'est rien, mais c'est sur une allée dite l'allée blanche, où il y a plein de Pittosporum tenuifolium. Et le premier plan, l'espèce de saturation, c'est ce que tout le monde emploie dans, dans des pots jolis, qui sont des échrysomes pétiolare. Et ça pousse sans eau. Ça, c'est des murs que j'ai pas refait. C'est sur une tête de mur de caillasse de restanques anciennes. Donc ça draine plus que ça ne draine. Et j'en ai planté 4 sur la longueur et ils sont tous toujours là. Euh, enfin bref, ça tient, ça a un comportement vraiment de vivace et ça se défleure quand on ne les taille pas, d'immortelles blanches, comme tous les échrysomes.
et ça domine une partie que j'appelle la jungle, dont je vais avoir probablement des photos. Non, ça c'est l'inverse avec l'étagère au premier plan. C'est pris du banc. Le Parkinsonia est à la gauche de cette photo. Ce qui pleurniche d'une espèce de kiosque sont des jasmins vieillis à floraison jaune. Euh, et puis j'ai tout simplement des spartiums junctium sur la gauche. Le principe était de faire un jardin pour un lieu de vacances. Et donc, j'ai pas de choses extrêmement sexy. Mais ce qui est le plus exotique, c'est le Parkinsonia et puis des choses dans ce que j'appelle la jungle. On va passer à la suivante. Oui, et ça c'est dans la jungle avec des feuilles de figuier sur votre gauche, Phormium que vous connaissez. À droite, c'est probablement un philodendron près de l'image. Et le truc avec des fleurs rouges, c'est des calliandras. Et ça, c'est des parties hautes du terrain où on aperçoit le puits qui était non pas là comme tel, mais qui était le point de résurgence de l'eau en hiver et qui alimente le bassin qui est un peu plus bas. Là aussi, j'avais une restante qui est boulée, donc j'ai fait des contreforts de cyprès. Les vignes ont été un peu écartées, mais j'ai gardé des vignes puisque c'était une propriété dans les vignes. Et les quelques arbres qui poussent dans les vignes, ce qui est pas bien pour la vigne, sont des amandiers parce que les propriétaires viennent aussi dans des saisons froides. Et donc en janvier, j'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe. Et voilà le Parkinsonia aculeata, qui est une plante très épineuse qui en hiver, il y a des petites feuilles que vous voyez sur la photo de droite, on les voit à peine, qui est caduque, mais les bois sont extrêmement verts, donc y compris en hiver. Je sais pas si j'oserais l'essayer ici, mais enfin, c'est une plante qui est beaucoup plus rustique que ce qu'on croit, et c'est une plante qui a un intérêt clair, c'est que ça vit très très bien sans un gramme de flotte. Voilà. Et dans ce jardin, j'ai planté près de la maison. J'ai pas fait. Je récupère des photos d'autres que les miennes, qui sont prises à des moments qui sont pas forcément ceux intéressants pour les floraisons. Mais ça, c'est un arbre qu'on pourrait, à mon sens, utiliser dans le Lyonnais, qui est un érable persistant, que j'ai rencontré pour la première fois dans un endroit où il fait très très bon, à Menton, à la serre de la Madone, et qui est à serre levigatum, que vous voyez écrit en haut de l'image, et qui est un érable à feuilles entières, absolument persistante, vaguement vernissé, donc qui capte très très bien la lumière, et qui est d'un vert plus tendre qu'un ligustrum, qu'un laurier noble, que, que beaucoup d'arbres, et ça pousse 10 fois plus vite que les chênes persistants. Ça pousse extrêmement vite. Et celui que j'ai planté, c'était des graines que j'avais récoltées à Menton, que j'avais semées, et donc données aux propriétaires pour se planquer d'un voisin, et ils ont été planqués très très vite. Et donc l'effet a aimé, enfin ça a été vraiment efficace. Aujourd'hui, le drame de cet arbre, c'est qu'on le taille parce qu'il devient pratiquement trop grand et qu'il bouffe une partie de la terrasse, il bouffe beaucoup de choses. Euh, Là, je passe à la Bretagne, mais la Bretagne Nord, en face de Saint-Malo, qu'on voit pas, mais qui est dans la... Bon, là, c'est le foutoir qui est en bas, où il n'y a rien d'intéressant. Euh, Il y a une rose boule de neige, des astélias en premier plan qui sont ces feuilles grises, qui sont des plantes néo-zélandaises, un agora rose cocu, euh, des hydrangea, je sais plus lesquels, mais l'Ace Cap. Au milieu de l'image, une Valeria solandri, qui a cette feuille très rousse, mais qui est beaucoup plus orange en fait, euh, dans la réalité, qui passe pas des photos. Et alors, ce qu'il y a dans le fond, qui a l'air bleu, n'est pas bleu, parce que derrière la plante rose, il y a des rhoméias. Euh, et je comprends pas ce qui est devenu bleu sur l'image à droite.
crois que c'est des verts. Comment? Oui. On passe à la suivante puisqu'on a marre des bras du bleu. Ça, c'est un niveau au-dessus dans le jardin. Il y a un banc qu'on voit pas, mais qui regarde en face la tour Solidor, qui est cette tour de Saint-Servant. Euh, et ce qui dépasse dans l'image, c'est un aérien, Textilosa. Et ce qu'on ne voit pas derrière le premier, la grosse première, il y a un hydrangea à tête ronde rose. Là, ce niveau haut de jardin, j'ai fait ça comme un jardin d'arbres fruitiers, donc il y a abricotier, pommier, cerisier, et deux plantes. Je me suis pas foulé la rate, mais là aussi c'est un jardin d'été où il y a que des hortensias et des hébés. Et à droite toutes, c'est des quercifolia, mais à gauche, j'ai un mélange de serrata et de macrophylla. Mais c'est en fleurs tout le temps du moment où les propriétaires sont chez eux et sont arrivés avec les oiseaux. C'est pas moi qui vais planter la cante. J'ai rajouté quand même, pour mettre un peu de peps, euh, dans ces hortensias et hébés, euh, des crocosmias. Et des crocosmias ordinaires, des crocosmiflora, qui sont beaucoup étendus, mais qui, voilà, qui sont flashy et orange et gai pour un jardin qui est vraiment, ça peut être confié à n'importe quel crétin qui sait pas ce que c'est qu'un jardin parce que non, mais il comprend ce que c'est qu'un hortensia, il voit ce qu'une hébé, ça a des feuilles en hiver, et que c'est un jardin qui est praticable justement à peu près toute l'année puisqu'il se tient bien, parce qu'il y a une association de 50-50 caducs persistants. Next, photo. Ah, là, vous voyez qu'il y a de nouveau une acanthe qui s'est semée. On doit apercevoir des crocosmias, et puis hortensia et hébé. Et des immeubles moches derrière, où évidemment j'ai planté le long du mur des choses persistantes qui montaient, et la copropriété de l'immeuble derrière, ça a poussé des hurlements en disant maman, on voit plus la mer. Et voilà. Et alors, ce que vous n'avez pas vu, parce que c'était derrière une hébé de la photo où on voit la mer, c'est un échéri que je plante absolument partout en milieu doux, qui est Clétra arborea, que j'ai rencontré pour la première fois chez euh, chez Monsieur Laboret, toujours en Bretagne Nord, et qui est là dans tous ses états. C'est le clétras avec la plus grosse fleur, c'est un clétras persistant, qui est, si je ne me trompe, de Madère, qui à mon sens n'est pas vraiment rustique, mais sûrement plus rustique que ce qu'on le dit aussi, et qui fleurit en plein été, ce qui est commode. Euh, Là, la photo gauche en bas est une photo qui est avant floraison, donc on a l'impression que c'est rose, mais c'est effectivement rosé comme tous les clétras en bouton. Et je dis que c'est pris avant, puisqu'il y a encore des têtes d'échium secs. Ça, c'est des photos qui sont sorties de Google et qui sont pas dans le jardin en question, puisque j'en avais pas qui soient significatives. Parce qu'une fois de plus, les photos ont été faites des moments hors de ces floraisons. Et j'ai aussi planté comme chose persistante, plantes chez les voisins et on le rabat méchamment, une plante chilienne beaucoup plus costaud qu'on le croit aussi, qu'on a pas mal de mal à trouver, mais dans le fond, Christian l'a peut-être de son jardin, qui est Meitenus boaria. Christian, des Ocryphia, aussi toujours dans le jardin, qui sont pour planter, pour cacher les voisins à droite, et qui floraison de plein été, et quelque chose qu'il y a dans le jardin de Christian, parce que je le sais, qui est le Lionotamus floribundus, feuille de fougère, et qui ne devrait pas être là chez Christian. Il n'a pas le droit d'y être. Non, mais ça vient, c'est une plante endémique d'une île, pas de 36 îles, mais de Santa Catalina, qui est au large, visible depuis la côte, c'est terriblement, qui est pas très loin, de Los Angeles. Et dans cette Californie qui bouge dans tous les sens, il y a plein d'îles en fait, qui remontent vers San Francisco. Santa Catalina en est une,
C'est une île donc archi privilégiée comme climatologie tempérée par rapport à l'intérieur de la Californie où on a un climat vraiment méditerranéen, euh, mais assez fort, donc avec des pluies en hiver, des étés archi secs et archi chauds. Sur Catalina, c'est jamais très chaud, puisque c'est une île et que c'est une petite île, et que le type, ça c'est une sélection naturelle du Lionothamus qui pousse abondamment dans cette île. Alors cette plante a à mes yeux un petit défaut, mais c'est probablement pas le cas au bois marquis, c'est sa floraison qui n'a pas un intérêt palpitant, mais sa défloraison est moche. Et donc si ça fleurit, ça défleurit. Mais à mon sens, au bois marquis, il ne doit pas beaucoup fleurir. Mais sans ça, et c'est très joli, et c'est comme ça que je sais que la défloraison est vraiment moche, c'est sur le Lionothamus type, euh, et qui se couvre de paquets noirâtres de fleurs en panicule qui sèchent et qui ne tombent pas tout de suite. Voilà. Alors que les Eucrepia, les pétales tombent tout de suite et c'est merveilleux. Alors ça, c'est en Grèce, dans une des grosses îles du Péloponnèse, du nord du Péloponnèse, en face d'une petite île qui s'appelle Spetsopoula, euh, qui est complètement verte. Vous voyez l'île en face, qui avait été achetée il y a 120 ans, enfin il y a très longtemps, par Monsieur Niarchos, qui a construit à l'époque une centrale pour dessaliner l'eau à coups de pétrole. Donc il y avait de la fumée qui s'échappait de l'île, mais ça lui a permis quand même de planter tout ce que vous voyez de vert là de l'autre côté. C'est grâce à de l'eau de désalinisation. L'endroit à Spetses où j'ai travaillé, c'est aussi de l'eau dessalinée pour le jardin. Mais là, sur cette photo, vous voyez que des choses qui n'ont pas besoin d'eau. La vigne, ça n'a pas besoin d'eau. C'est mieux si, en pays de vignoble, dans certains cas, on se met à les arroser. Mais ça a des racines extrêmement profondes. Ça reste vert tendre tout l'été. Et ça, c'est une photo d'été, puisque vous avez des bougainvilles en fleurs qui, quand même, sont plutôt des plantes, y compris en Grèce estivale que printanière. Mais ça commence tôt, il y a des oliviers. Et devant la maison, j'ai fait un champ, j'ai enlevé quelques oliviers pour qu'il y ait une percée sur l'eau, directe. Là, on est dans l'axe de la maison, dans l'axe d'arrivée dans la maison. Et c'est une photo qui est bêtement rapprochée, mais j'ai un grand tapis de lavande, un tapis d'une introduite, parce qu'elle est texane, de ces stipas qu'on voit sur tous les ronds-points municipaux aujourd'hui. Euh, et sans ça, le champ, je sais pas si on va avoir des photos, on en devine un bout à droite. Là, on n'en voit pas du tout. Non, je sais pas. Là, c'est ce que j'appelle le jardin d'ombre qui est scotché à la maison. Non, mais je dois avoir une photo où il y a des goras et un champ d'oryzopsis. Oh là là. Là, on va rétropédaler. Enfin, peu importe. Euh, j'ai mis des goras qui, là aussi, sont une plante américaine que vous connaissez par cœur et qui se ressèment partout. Et sans ça, le champ est complètement blanc en été devant la maison. C'était là où il y avait des vignes. Mais la propriétaire voulait surtout pas de vignes près de la maison parce que ça rappelle même des guêpes, qui avait peur des petites bêtes qui ne mangent pas les grosses. Euh, et après ça, elle m'a beaucoup reproché de lui avoir fait un jardin jaune en me disant qu'elle n'avait pas de jaune. Et moi, des graminées qui blondissent comme des blés, je vois pas ça jaune, mais je vois ça blé. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais bon, voilà. Donc je me suis fait jeter de ce jardin. Et pour descendre dans la piscine sur le côté droit, ce qu'on voit pas sur la photo, c'est qu'il y a une espèce de canyon qui se remplit d'eau en hiver parce qu'il pleut et qui va à la mer. Il y a la présence d'un pont qui va au jardin de la piscine qu'on voit pas, Dieu soit loué, parce que c'est pas ma tasse de thé, et que j'ai fait une succession de lignes qu'on traverse, mais on voit pas le chemin parce que c'est dans des lignes de plantes ou taillées ou pas taillées. Et quand ça fleurit et que c'est pas taillé, c'est plutôt bleu. Et avec des sauges et ça tout près de la maison, j'ai le jardin dit d'ombre avec qui est arrosé. Là, il y a du goutte à goutte de flotte.
Il y a des haies qu'on voit pas sur ce jardin qui sont en mandarinier et c'est vraiment très joli. Je suis très content de tailler des petits mandarines. L'ombre d'arbres qui ont déjà poussé comme des fous, puisque ça, c'est des photos qui sont 3 ans après la fabrication, je dirais, du jardin. Et en 3 ans, j'avais mis l'arbre que vous voyez, que vous dites, ça n'est pas le calès, mais vous allez le voir en photo de plus près. On en parlait avec Christian. C'est un arbre que j'adore, euh, je crois qu'on appelle ça en français, lilas de quelque chose, pas des Indes, mais qui est le Melia zedarac, euh, qui est une plante plutôt moyenne-orientale, mais qui pousse à Lyon, euh, et dont l'intérêt n'est pas vraiment la floraison, parce que elle est blanc-bleu, et du coup ça se lit comme étant un peu sale, mais c'est abondant comme floraison, et ça a une très très jolie fructification qui dure vraiment l'hiver, parce que les oiseaux sont pas, c'est taille sorbier, comme fructification, sorbier des oiseleurs, et cette série, cette section Ocuparia, mais euh, c'est blanc crème, et c'est vraiment très joli l'hiver. Là, on va suivre, passer à la photo suivante, c'est toujours le même jardin. Et à droite, vous voyez pas parce qu'il y a un contre-jour sur l'image, mais j'ai un- le grand quinconce de jacaranda. Et dans les plantes que j'ai mises, donc voilà du jacaranda, ça je n'irai pas à Lyon. Euh, et en bas, j'ai un mélange de d'édicium, d'hydrangea, ce qui sont pas des plantes pour la graisse du tout, mais enfin c'est à l'ombre et arrosé dans un sol fertile. Et après ça devrait venir une photo du mélia. Très mauvaise photo, mais enfin bref. Mais là, sur la photo de droite, l'intérêt de cette photo à droite, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la plante, c'est de voir les fruits qui sont plus jaunes, euh, qui doivent être des fruits de l'an dernier, de l'année précédente, de la floraison qu'on voit en photo. Mais vous voyez, la couleur, elle est un peu hybride. Donc, c'est pas palpitant, c'est une floraison qui a lieu avec la feuillaison, donc moins brillante que chez les jacarandas, où il y a pratiquement plus de feuilles sur les jacarandas quand ils se remettent à fleurir, sachant que le jacaranda est caduc, mais garde ses feuilles extrêmement longtemps. Et ce que j'ai mis aussi dans le jardin, ça c'est quelque chose qui pousse parfaitement ici, c'est entre autres cet albizia pourpre, et que je trouve être, j'aime pas les feuillages pourpres, mais j'ai fait un jardin dit rouge, et dans lequel il y a de nouveau plein de Rosa chinensis sanguinea, mais aussi plein d'autres roses de chez nous, anciennes, plutôt dans les tons rouges. Et là aussi, c'est des photos qui sont pas prises dans le jardin dont je suis en train de vous parler. Là, on va passer à un climat plus clément et beaucoup plus adapté à ici. Il y a un petit clos. Bon, hop, on passe. Il a changé 10 fois. C'est des champs de pommiers. Là, sur l'ancienne emprise d'une grange, qui était donc une forme longue, murée, qui a été en ruine il y a très longtemps, il y avait un taillis. Je n'ai gardé que les insectes empastrés sur la partie de cassure des anciens murs. Ces granges en Normandie, vous les connaissez, elles sont faites à soubassement de silex et de mortier. Et puis après ça, il y a des colombages de chêne généralement remplis de torchis. Alors la partie chêne et torchis, ça disparaît, mais les parties mûres restent un peu. Et donc dans les parties où étaient les murs, à gauche, on voit la partie plus claire, et à droite, on voit pas, mais on sent qu'il y a un vide derrière les deux gros troncs d'érable. Euh, il y a, ça a été peuplé de, je pense spontanément, grâce aux petits écureuils de noisetiers. Et donc on est vraiment dans un couloir, et ce que j'ai fait, c'est juste ce que j'appelais la folie cheyenne. Ce monsieur m'avait demandé un jardin, je trouvais que il n'y avait rien de mieux que ces pommiers et ces prairies, donc j'ai fait des petits jardins qui se succèdent. Il n'y en a pas un qu'on voit de l'autre.
et qui ont utilisé des parties du site existant. Ça, c'était une espèce de jungle de ronces et d'arbres. Alors j'ai sélectionné, mais j'avais compris que c'était plat. Et ça explique cette allée qui est en mousse, qui est pas plus compliqué que ça, sur lequel j'ai rien fait. Mais c'est très à l'ombre et dans un endroit assez humide. Si on passe à la photo suivante, non, c'est pas celle-là. La photo suivante, c'est celle-là. Et ce jardin domine un petit rue euh, qui, avec un passage piéton qui monte sur l'escalier qui grimpe que vous voyez sur la photo de gauche. Et donc je remonte complètement et j'ai trouvé une peupleraie dont il reste quelques exemples de peupliers en premier plan. Ces peupliers-là en dernier plan, mais il y avait un plat, et tout ça était couvert de peupliers. Et j'en ai gardé une dizaine, ceux qu'on voit sur la photo, qui n'étaient pas mûrs, mais j'ai enlevé tout pour pouvoir récolter des eaux qui n'avaient pas été boulottées par une station de la Sorgue qui est installée encore plus haut dans le terrain, où il y a une station de pompage d'eau publique aujourd'hui, enfin gérée par la Sorgue, et où j'ai fait ce que j'ai appelé le folidier miroir avec un bassin qui a l'air rectangulaire. On se dit qu'il est carré, mais qui est une forme, comment dirais-je, euh, bon, je perds mon français, mon latin, euh, un trapèze, voilà. Et le coin pincé, c'est celui qui est à nos pieds. Vous allez voir probablement une photo dans l'autre sens qui donne plus un sentiment de canal. Ça, c'est ce qui monte à gauche. Ah, ouais, à l'endroit, c'est en haut de la photo, derrière, deux zones à feuilles dorées. Et de cette peupleraie, j'ai replanté un bataillon de chênes de taxodium, comme une peupleraie, c'est-à-dire qu'ils sont plantés avec une régularité sans nom. Et voilà la forme qui est en perspective accélérée, alors que d'en haut, bah, vous avez vu un truc qui est une forme qui est plus géométrique, qui a l'air un peu d'être un carré. Voilà, un rectangle. Vous allez voir, il y a des photos, je crois, plus colorées de cet endroit-là qui risque d'être catastrophique, puisque là, il n'y a pas de fleurs, alors que c'est un endroit sous les taxodiums où j'ai mis, ça ne fonctionne qu'à une saison dans l'année, au printemps, c'est des iris de Sibérie, des iris japonais Asata, des tas de primes verts et du Japon et de Chine, mais genre candélabres ou très hautes, euh, des trolls pour le début, tout début du printemps, enfin des plantes de terrain humide, et la seule plante qui est en été, euh, dont il faut pas hésiter à abuser, parce qu'il suffit d'en planter deux pour qu'il y en ait 3000, c'est des Mimulus gutatus qui sont en fleurs absolument tout l'été, qui sont des petites herbacées jaunes que vous voyez sur l'écran à votre droite. Alors là, on passe dans ce que j'appelle le jardin japonais. Demande du propriétaire, faites-moi un jardin japonais. Du coup, quelqu'un lui a fait un cadeau des arbres taillés en nuage, ce que je n'aime pas beaucoup, à part que, une fois de plus, quand je dis que j'aime pas beaucoup, c'est parce que je suis obsédé par le qu'est-ce que devient un jardin s'il n'y a plus personne pour s'en occuper. Et là, à gauche, c'est un bon exemple de jardin qui tient la route, enfin, des végétaux qui tiennent la route sans qu'on s'en occupe, mais qui donnent l'impression d'avoir été taillés. C'est des Cryptomeria japonica nana ou Villemorignana. Et puis derrière, j'ai mis un bataillon d'érable du Japon. Et ce qu'on ne voit pas derrière le caniche de genévrier acheté grand prix pour faire croire qu'on est japonisant, j'ai une terrasse parce qu'en fait, cet endroit domine une carrière où on monte à cheval. Et la fille du propriétaire montait à cheval et donc elle aimait se faire applaudir par papa. Donc papa se mettait sur un banc, qui est un grand banc en L, dans une haie en L. Et il y a partout ça au Japon, c'est des haies désespérantes pour un jardinier en France, mais de camélias qu'on taille. C'est-à-dire que c'est des haies de camélias dont on voit une fois de temps en temps une fleur, mais comme il est taillé, le pauvre,
Enfin, c'est très japonais, si on a été au Japon. Et c'est un japonais qui se prête mieux à la culture de chez nous. Comme on n'est pas japonais et qu'on n'a rien compris quand même, c'est très difficile de faire un bon jardin japonais si c'est pas entretenu par des japonais, je trouve. Euh, et que Eric Borja, c'est Eric Borja, mais c'est pas japonais pour moi. Et il a fait du japonisant merveilleux en Corse, mais quand il a fait du japonisant ailleurs que chez lui, pas en Corse, enfin c'est pas mon goût. C'est du Eric Borja et c'est très bien, mais c'est pas japonais. On arrête de me faire gonfler avec le Japon, parce que quand on va au Japon, je veux dire, ça n'a pas grand-chose à voir. Il y a quelques bons jardins japonais en Californie, ce qui n'est pas du tout la même climatologie, mais parce qu'il y a un tel bataillon de Japonais et au Brésil et en Californie qu'effectivement ils sont taillés comme ils taillent, c'est-à-dire tous les jours de l'année. Et qu'un jardin japonais, ça se taille en permanence avec. Il y a 10 jardiniers pour un quart de jardinier en France. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en France qui a les moyens d'entretenir un jardin japonais comme ils le font, tout simplement parce que là aussi, le nombre de personnes est compétent et le nombre de bras taillés, il est supérieur à une moyenne européenne ou de pays. Ça ne marche qu'aux États-Unis où il y a tellement de fric que effectivement les gens dans les jardins japonais, ils mettent la force humaine qu'il faut pour que ce soit bien. Comment? Non, non, mais c'est très. Pardon, pardon, Hervé. Mais non, c'est pour dire quand même qu'il faut se calmer sur le jardin japonais. On peut s'inspirer largement, mais voilà. Et ça, c'est la dernière folie, qui est la folie pourpre, ou qui est un endroit qui est plus ombragé, et ça se voit pas, mais il y a à être pour derrière une, euh, une colonne qui n'a pas vraiment marché, mais que j'espérais, qui, avant qu'on fasse un chapeau en ciment, que j'ai rempli dans ces briques de terreau et de. Elle est pleine de terre, et j'avais mis des fougères euh, qui sont simplement des trous vulgaires et des mois. Enfin, une fougère qui pousse spontanément partout sur les hauts de murs. Polypodium vulgaire. Glacier millet. Voilà. Là, c'est un premier plan, c'est un cercis du Canada à fait pourpre, mais qui on voit pas beaucoup de pourpre. Là, je sais même plus ce que j'avais mis. Le truc un peu à plat, je sais pas ce que c'est. Je sais plus. Mais enfin bref, et un peu plus haut, j'ai des tas de champignons d'érable du Japon, de Palmatum dissectum. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin j'ai mis dans des choses qui me semblent pas trop exotiques, alors que ça l'est en provenance, mais qui ont un look très passe-partout dans les jardins. Dipelta floribunda, les taxodium que vous avez vu tout à l'heure, et puis je passe à. Et là aussi j'ai assez peu de plantes dans ce jardin, mais enfin voilà. On va passer à un endroit grand verger de pommes. Et du coup, qui était là quand je suis arrivé, et du coup, j'ai refait des vergers de magnolia. Donc placés de la même façon que des vergers. J'ai fait, euh, mes photos sont vraiment mauvaises. En rétropédale, ça fait des murs, comme il y en a partout dans le Connecticut, qui sont des murs de pierre sèche, de cailloux posés. La propriétaire de ce jardin avait un merveilleux gardien portugais qui était bien meilleur maçon que jardinier. C'est pour ça que je me suis dit, ou peu de jardin, parce que, euh, parce que voilà. Et ce que vous voyez dans ces magnolias-là, ils ont été plantés avant, moins de 10 ans avant la photo, et tous des microbes, y compris le magnolia de la photo de gauche, qui est gigantesque et qui est en fin de floraison, ou en début, je sais plus. En tout cas, il n'est pas phasé du tout, et je n'ai mis que dans ces magnolias, il y a évidemment des Soulangeana, évidemment des Stellata, mais des Cobus, des Salicifolia, et plus je descends près de l'eau,
Parce que ce qu'on ne voit pas non plus sur la photo, c'est qu'il y a une rivière qui s'appelle l'Aspetock, enfin un torrent, qui passe en bas de la vallée et qui avant est vaguement barré et qui forme un lac. Et alors donc le premier plan, le Magnolia du premier plan, c'est un de ces hybrides. Je sais plus avec qui est-ce que je parlais de Magnolia acuminata, mais c'est un hybride acuminata à floraison jaune, ce qui ne se voit pas sur la photo. Voilà. Ça c'est, voilà, Cornus, Florida. Et ça, c'est un jardin clos qui, je peux le clore complètement en hiver, qui est un jardin long comme une allée dans lequel il n'y a que des rosiers et que des pivoines. Euh, une fois de plus, c'est simplissime, patronne aimant les roses, mais unis à daim, à des. Il n'y a pas de sanglier dans le Connecticut, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cervidés. Et du coup, je le clos en hiver parce que ce ça, ils viennent brouter les rosiers jusqu'à la corde, enfin jusqu'à ce que le rosier. Enfin, si, on laisse les porte greffes, parce que ça doit être moins bon en goût. Voilà. C'est des choses. Voilà un mur ancien. Euh, un banc acheté par la propriétaire, une vieille piscine et des pins derrière qui sont des bouches. Là encore des cornus. Et ça, c'est la fin. Euh, il y a un pommier dans le milieu de la photo. Vous voyez le cornus qui déborde. C'est la photo inverse de ce jardin que j'ai fait en couloir et qui me permet de séparer les maisons. De séparer les maisons et séparer le jardin de la piscine qu'on devine simplement avec les pots qui traînent le long de la piscine. Et euh, on ne le voit pas sur la photo, mais il y a le petit muret que vous avez vu tout à l'heure et le champ de magnolia qui descend. Et voilà le magnolia jaune que vous avez vu en début ou en fin de floraison. Enfin, il n'est pas calé du tout sur des floraisons qui commencent par Stellata cobus, puis Soulangeana, et c'est Magnolia hybride d'acuminata. Et là, il y en a plein. Là, c'est plus près d'ici. Le principe, c'est rien devant la maison. Il y a deux terrasses en calade. Et puis un pré qui n'est pas joli sur ces photos, mais qui est vraiment bien. J'y ai été là, cette fin d'été et j'avais des taches insensées avec des graines achetées chez un vendeur de graines spontanées suisse qui s'appelle Schmitz, je crois, Schweizer plutôt, et qui sont de qualité remarquable par rapport aux marchands de graines français, je trouve, où les mélanges de graines, ça lève bien quand c'est des annuels, mais alors quand c'est des vivaces, on a une chance sur 10 de ne pas en avoir beaucoup. Et là, c'est plein de nocciens, ça, avec, après fait avec l'artifice, je dirais, et qui marche le feu de Dieu avec un dosage de Lecanthem, enfin de Marguerite à vache, faible, donc ça passe tout envahi, avec un très bon dosage des choses qui, y compris des boutons d'or, parce que ce sont des prés frais, parce que c'est dans les Alpes en Suisse. Et puis on va continuer dans le jardin. Ça, c'est le jardin qui est devant la piscine. Les double haies d'if sur la droite appuient la première terrasse qu'on ne voyait pas. L'arbre qui se dresse tout nu, tout seul, c'est un Cercis canadensis. J'ai fait ça pour des Grecs et je leur ai mis plein de plantes qui peuvent ressembler à des choses grecques, dont des mûriers, euh, mais des mûriers américains qui sont beaucoup plus costauds encore au froid que nos nigras et nos albas. Euh, là, c'est le potager. Là, c'est une photo dans l'axe. Enfin, à droite, la haie de droite appuie la terrasse haute. À gauche, il y a quelques blocs d'ifs, plein de Rosia glauca, des débordements de plantes spontanées dans le quartier qui sont des valérianes officinales. Euh, j'ai beaucoup mélangé quand même de la flore de talus, je dirais, dans le jardin, des épilobes, pas là. Et là, il n'y a que des cultivars dorés, et ça, c'est un coteau très en pente qui a été fait avec ce procédé de ce qu'on appelle du terre à mur.
en Suisse, mais ça doit exister en France aussi, qui sont des gabions de terre, retenus par des tissus tissés de plastoc. Donc c'est pas ma tasse de thé, mais ce que j'ai fait dans ce truc, c'est que les endroits, les peu de plats que j'avais, parce que donc ça monte très très raide, j'ai mis des micro-plantes, dont le catalpa qui est au premier plan, des vraies plantes. Et puis après ça, j'ai bourré en faisant des boutures directement dans ce terrain mûr, avec des boutures de Cornus alba aurea et quelques, j'ai pas abusé, quelques saules alba à nouveau, aurea, où on plante un bout de bois et puis ça pousse. Mais on n'a pas de trou à faire. Et surtout, je peux le mettre dans des parois qui sont quasi prises à verticalité et puis des vivaces. Alors à droite, il y a un peu plus de terre parce qu'on n'est plus dans le terrain mûr, donc j'ai le droit à des céphalarias, des potentilles idiotes. Enfin, il n'y a rien d'excitant pour rare. Il y a une erreur qui est le Physocarpus diabolo, rouge au milieu, mais qui devait être un doré. Et puis des alchémies, évidemment. Et puis des graminées qui sont des Spartina pectinata, Oreo, marginata. Toujours le même jardin, mais ça, c'est un coin. Alors là, j'avais deux très beaux hêtres. Vous voyez un hêtre sur la photo de gauche, et puis de nouveau des fleurs idiotes, mais une succession avec d'abord les bruneras. Je me sers beaucoup de ces bruneras à feuilles grises, euh, des simicifugas qui sont les feuilles pourpres, parce que j'ai plein de simicifugas dans le jardin, et évidemment le fatal Géranium rosane, parce que ça fait plaisir à tout le monde qu'il soit tout le temps en fleurs. Et beaucoup d'arbustes, tous avec des floraisons sympathiques échelonnées. Mais rien d'excitant. La seule chose que j'ai faite qui, moi, m'excite, et vous allez subir la photo, probablement un jour ou l'autre, ça c'est toujours le même coin. Ça, c'est dans le potager avec de la nette, des phlox et des crocosmias entre des poireaux, des légumes. Enfin, je voulais que ce soit un peu pseudo-suisse et que ce jardin, vous vous en doutez, est assez haut parce qu'en fait, la piscine est dessous. Et donc, de nouveau, vous voyez la haie qui cerne la première terrasse où il y a un jardin formel de buis et de roses. Le pré qui descend dans lequel j'ai rajouté, on les voit pas, mais il y a des petits pommiers qui sont plantés, qui ont beaucoup poussé depuis, qui étaient au nombre de leurs nombreux enfants. Euh, et j'ai une espèce de périphérie intermédiaire qu'on était obligé de tailler aujourd'hui, qu'on voit pas sur cette photo, mais je voulais avoir des choses persistantes, mais qui restent basses, et j'ai mis tout simplement du Picea armoricain nana, mais il pousse déjà trop, pour ne cacher que les premiers toits qui étaient en premier plan de maison. Et du coup, on croit à peu près, là vous apercevez une toiture sur la droite, mais aujourd'hui dans le jardin, on croit qu'on est seul dans les prés, ce qui est quand même bien. Vous voyez, là, à droite, je vois un toit haut, et ben ça, je le vois plus avec, grâce au Picea americanana, et j'ai quand même le fond de cette montagne qui est en face. Et ce qu'on ne voit pas non plus sur cette photo, ce qui a beaucoup poussé, c'est que dans mes talus qui redescend dans la route, entre les bouleaux qui étaient là et les conifères du voisin, euh, j'ai planté juste un présus qui est collade, en CP, et du coup j'ai un nuage rose là, mais qui ne dépasse pas, qui touche pas aux vues. Juste sur ce jardin rose, enfin un jardin chiant parce que Piral. Non, je parle plus de buis, mais c'était le désir des propriétaires. On va passer à la photo suivante. Et ce que j'ai replanté en masse derrière la maison, enfin pas en masse, il doit y en avoir trois. Il n'y a pas plus de place pour trois, mais c'est mon hêtre préféré. Et le hêtre est un de mes désespoirs parce qu'il y a 79, 80% du territoire en France où on ne va plus pouvoir en planter parce que ça descend de cime et qu'ils ont quand même besoin d'hygrométrie ambiante.
Et ça, c'est vraiment mon préféré. J'ai pas trouvé de photos de vieux babar de la Signata, mais parce que, indépendamment de cette très jolie feuille, qui donne une ombre assez tamisée, et beaucoup plus légère que quand on est sous un hêtre. Mais tout ça, c'est secondaire pour moi, mais c'est un arbre qui vieillit absolument comme dans un dessin d'enfant, parce qu'il est aussi parfait qu'un Tilia tomentosa, aussi parfait qu'un vieil araucaria. Ça, c'est vraiment, c'est juste un trait. Euh, c'est pas un arbre qui a de l'esprit, mais c'est un arbre de dessin d'enfant. Et quand on fait un paysage, c'est assez important de mélanger de l'incontrôlable et de quelque chose qui est naturellement contrôlé. Là, la forme de droite, quand il est en automne, est pas trop mal, mais quand ils sont vraiment vieux, c'est hallucinant la silhouette de cet arbre. Et du coup, ça le rend dans mon palmarès de choses préférées. C'est pas exotique, mais c'est vraiment préféré. Et dès que je peux, dès que je sais que le climat ne va pas lui être une catastrophe dans 50 ans, euh, j'essaie d'en planter, c'est-à-dire des flancs de montagne et en bord de mer.